Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Au jour où j'enregistre, nous sommes en train d'entamer notre nouveau mois de confinement et probablement on sera en train de partir vers un deuxième alors que s'approche Noël. Donc autant piocher dans cette liste qui, comme d'habitude, offre quand même un sacré éventail de possibilités pour vos goûts et vos envies. Le gros coup de cœur. Alors je commence d'habitude avec les tops et en fait, bien que j'ai regardé plein de séries intéressantes, la seule qui m'est vraiment durablement marquée ce mois-ci, c'est la série Oh My Sweet Liar. Donc préparez-vous à adopter la famille Lee ou à rêver de vous faire adopter pour cette série qui est vraiment mon gros coup de cœur du mois. J'ai suivi pendant 2 mois ce drama et ce rendez-vous était mon moment tendresse qui n'a jamais manqué de me donner le big smile. Donc si vous avez besoin d'une série qui va vous faire du bien, surtout en ce moment, allez-y les yeux fermés, enfin pas trop parce que ça vous priverait quand même de pas mal de bonnes scènes. Le pitch, une jeune artiste arnaqueuse élevée par une mère maquerelle au bordel, vit tranquille sa vie d'embrouille et d'arnaque en tout genre jusqu'à ce que le destin la place en espionne au sein de la famille Lee où elle doit trouver, pour une secte patibulaire mais presque, un portrait de 4 mecs à poil. Sitôt dit, sitôt fait, la voilà en train d'essayer de croquer le portrait nu et endormi du premier fils de la famille, un général de prime abord pas bien aimable, mais vous sentez venir le Darcy syndrome à plein nez, et donc Lee Rong-bin va vous faire chavirer le cœur en 2 temps et 3 mouvements. C'est bien simple, je le place comme meilleur mari de drama, haut la main, loin devant mon chouchou Yeroi qui, en dépit de l'incident oculaire, avait jusqu'à présent hérité de la palme. Le petit couple, interprété par les tout nouveaux tout beaux Sia Ning-jun et Tsi Tze, est un pur bonheur. Donc on a l'union du général glaçon et de l'artiste frappadingue. Elle va lui en faire voir des vertes et des pas mûres avec une fausse grossesse à la clé. Le tout au sein d'une famille cocasse qui, pour une fois, ne présente aucun bâtard en son sein. C'est la famille la moins dysfonctionnelle qu'on ait vue dans nos dramas. Et c'est sûrement une des comédies les plus réussies que j'ai pu voir jusqu'à présent, aussi bien sur le plan du jeu des acteurs, des costumes, des décors, du scénario, de l'alchimie entre les personnages et de la musique avec un des plus beaux thèmes musicaux de l'année en ce qui me concerne, et une scène de mariage qui est entrée direct dans mon panthéon des scènes les plus émouvantes de mariage dans les dramas. Cette série a de quoi vous toucher droit au cœur. C'est un doudou où brillent vraiment les 2 acteurs principaux. Elle un poil barré, à la beauté peu conventionnelle, et lui et son sourire à 1 million de yuan ou de dollars, ainsi que le regard de fierté et de tendresse qu'il pose sur sa chérie. C'est beau, un homme amoureux. Pour ceux qui ont aimé Goodbye My Princess, imaginez Xiao Fang et Li Shengyi dans le 2e arc sans aucune relation toxique, car notre Lee Rong-bin a des côtés filous qui sont en fait une cerise sur le gâteau d'un perso que je n'hésiterai pas à qualifier de Monsieur Parfait. Je n'en dis pas plus car Aurélie semble avoir également particulièrement apprécié cette série, ce qui va nous permettre de lui consacrer un épisode spécial. Bon, c'est difficile de ne pas succomber au charme de cette histoire et de ses personnages. Sealed with a Kiss, une série très controversée au programme, adaptée d'un roman de Fei Wo Se-sun, l'auteur de Goodbye My Princess, donc déjà ça vous pose l'ambiance. Alors c'est vintage, car c'est de 2011, et s'il y avait clairement un manque de moyens par rapport à notre HD qu'on a aujourd'hui, au moins on n'avait pas à l'époque de placement de produits dans les séries modernes, ou en tout cas tellement peu que ça se voit pas et ça fait du bien, ou une brochette de top modèle à mettre en scène, et ça aussi ça fait du bien. Alors bonjour le mélodrame, mais j'ai été franchement agréablement surprise par cette série qui est difficile, justement parce que pour une fois ça ne tourne pas autour du pot et c'est même franchement mature dans les propos. Donc c'est sûr que c'est pas un conte de fées, puisque c'est une plongée dans la dissolution d'un couple hyper dysfonctionnel de base. Lui est un homme d'affaires marié qui a fait d'une jeune femme, on peut pas dire autrement, son esclave sexuel. Alors c'est particulier parce qu'il l'a installée dans une jolie petite maison avec chauffeur et gouvernante, et elle a le droit d'avoir des amis, de sortir et même un métier de décoratrice. Mais alors par contre, purée, quand il rentre à la maison, bonjour, l'ambiance malaisante. Quand l'histoire commence, tu te retrouves face à un mec franchement odieux et une fille au bord de la crise de nerfs qui complote pour s'évader. Disons-le franchement, c'est du viol quotidien. Alors comment s'est-elle retrouvée dans ce traquenard? Pour une
sombre histoire de dette, puisqu'elle a été vendue, on aura d'autres révélations encore plus malaisantes vers la fin, pour rembourser les dettes de son oncle. Et elle n'est pas tombée là par hasard, puisque le businessman l'a en fait choisi comme cible pour se venger de la faillite et de la mort de son paternel qui a été provoquée par le père de la fille. La complication de ce truc, déjà compliqué à la base, c'est que notre businessman jaloux, possessif, abusif physiquement et verbalement est en fait tombé très amoureux de sa victime et que c'est donc la mort dans l'âme qu'il continue à jouer et à se jouer la comédie du gros bâtard. D'autant qu'il a de sacrées affinités avec la donzelle puisque lui aussi s'est retrouvé symboliquement vendu à la famille de son épouse qu'il déteste mais alors cordialement. Donc si vous aimez les histoires avec un côté dark, vous ne serez pas déçus en sachant que justement, je trouve que la série aborde avec beaucoup de finesse et d'intelligence la résolution de cette relation tordue. Les deux acteurs principaux sont formidables, se tirent très bien de ce véritable guêpier, en sachant pour anecdote que le personnage masculin, Mo Xiaotian, est campé par Aoi Claw, qui est l'ex-mari de Yang Mi. Boss and Me. Si vous avez adoré Zanilia Zhao, retrouvez-la en version bébé petite fleur dans une série de 2014 qui serait improbable en plein mouvement #MeToo. Une histoire de Cendrillon au boulot, soit le fantasme très cliché de l'obscur petit employé de bureau dont va tomber red dingue amoureux, because scénario, et c'est un fantasme qu'on vous dit, le big boss en personne qui bien sûr est jeune, beau, célibataire et of course plein aux as. Et puis juste pour marquer le coup que c'est pas un gros dégueulasse qui harcèle sexuellement ses employés, il n'a bien sûr jamais été attiré par aucune autre fille avant et a la réputation d'être froid et distant. Alors, que lui trouve-t-il? D'abord, elle n'est pas pour rien entrée dans sa vie, elle a en effet un type sanguin hyper rare appelé Sand Panda qui lui permet de devenir l'assurance santé de la sœur du patron qui au début de la série manque de clamser après un accouchement catastrophe. Pour la remercier d'avoir donné son sang, il va la gaver tous les midis d'une gamelle de foie de porc mitonné maison, ce qui va piquer la curiosité de toute la boîte mais surtout permettre à notre Chan Chan de montrer toute l'étendue de son charme parce qu'apparemment il est impossible de lui résister quand elle est en train de grignoter. Le patron va tomber amoureux dingue de son appétit et développer un fétichisme qui consiste à vouloir la regarder manger tous les jours. Alors oui, il va y avoir un petit peu d'abus de pouvoir dans la mesure où il va tout faire pour déjeuner avec elle quotidiennement, puis lui trouver un appartement et va faire un poil d'ingérence dans sa vie. En même temps, il lui permet aussi de s'affirmer de plus en plus et de s'élever intellectuellement et socialement alors qu'elle avait une vision très négative d'elle-même et de ses capacités. Bon, c'est un power fantasy de base pour toutes les minettes qui déboulent de leur province et se retrouvent à bosser comme des malades dans leur bureau. Et personnellement, je n'ai aucun problème avec ce type d'histoire dans la mesure où potentiellement tu as quand même toutes les chances de tomber sur ton futur conjoint au boulot. Enfin ça c'était avant le confinement et les visioconférences. Ne nous gonflez pas avec la question de la supériorité hiérarchique. Alors comme d'habitude, je dirais que les débuts sont meilleurs que la fin quand ça commence à virer un peu trop dans la choupinerie niaiseuse. Disons que j'ai trouvé ça un petit peu longuet et surtout j'ai été désarçonnée par le personnage qui est joué par Zanilia Zhao parce que je m'attendais à tout moment à voir Chu Chao botter des culs, ce qu'elle ne fera jamais. On est vraiment à 10 milieux de son personnage de Princess Agents ou de Journey of Flower. Donc elle est là avec ses petits pulls, son maquillage pot de peinture et voilà, elle est toute timide et toute mimi. Alors la méchante de service m'a gonflé mais d'une force, mais par contre j'étais très contente de retrouver l'excellent Hwang Yo-min en copain du patron / crush de l'héroïne. Alors par contre j'ai vraiment pas l'habitude de voir Chu Chao jouer les gourdasses à ce point, mais bon. Listening Snow Tower. Les visuels sont magnifiques et quand j'ai vu le casting, alors j'étais à la fête parce que cette série c'est un petit peu un proto Love and Redemption où on peut retrouver Crystal Yuan, mon Bai Chouchou et Re Jianghua en Shifu. Donc au début, j'étais contente. Je ne suis pas fanat de sectes d'arts martiaux parce que généralement c'est quand même tous des bâtards et donc là on n'en est pas loin parce que c'est guéguerre entre la très vilaine secte de la Lune qui est dirigée essentiellement par des femmes très très vilaines et tous les autres dont la très gentille mais tout de même filoute secte de la Tour de Neige. Aux commandes, un nouvel héros martyr
martyr qui va aller donc s'asseoir quelque part entre Mouleux et Yu Si Fang dans ma catégorie pas nombreuse des héros martyrs. Notre Xiao Yiqing qui est tuberculeux, hein, je peux pas dire autrement, donc ça lui donne une excuse pour cracher le sang à chaque épisode ou plusieurs fois par épisode, donc je vous déconseille de compter ou de boire un coup à chaque fois qu'il crache le sang parce qu'encore une fois vous allez pas finir la série ou alors vous allez rouler sous la table très vite, et qui a un bon cahier des charges car en plus de la guéguerre, il a une mère à sauver et une chérie démon à protéger et qui va lui faire la misère quasiment tout le temps. Pour vous donner une idée du perso masculin, c'est un peu un Yue qui n'aurait pas un balai dans le cul. Donc comme dans Princess Agents, il va aider notre héroïne à devenir une arme de destruction massive tout en arborant un masque d'indifférence et de froideur, le tout enrobé de vêtements blancs. Les parallèles avec Princess Agents vont s'accumuler d'ailleurs puisqu'on a droit à la scène de promenade où la jeune fille tient son chéri entre guillemets par la manche, et on a même la reprise de certains thèmes musicaux. Alors ça m'a carrément bugué pendant toute la série. Donc ça donne au début de la série des scènes de duel à couper le souffle entre le perso masculin et le perso féminin avec un vrai potentiel érotique. Aucune critique à faire en fait sur le personnage masculin, mais la série a des vrais problèmes. D'abord, l'héroïne qui est insipide mais alors au plus haut point. Autant j'avais beaucoup aimé Crystal Yuan dans son interprétation de Shu Wendy dans Love and Redemption, autant là, elle est inexpressive, peu engageante, et tu peines à croire qu'elle puisse éprouver le moindre sentiment pour le personnage masculin. Alors, il a beau lui confesser son amour de toutes les manières possibles et imaginables, je crois que le parasol ou l'ombrelle qu'elle manipule si bien dans une scène de duel, elle a dû s'asseoir dessus à un moment et puis elle en est jamais sortie en fait. Du coup, au lieu de faire couple avec le perso masculin, dont elle est en théorie très amoureuse, on a plutôt l'impression qu'elle s'entendrait mieux avec le deuxième personnage masculin, son frère d'armes, qui est par ailleurs un très bon élément. Et il y a aussi toute une palanquée de couples divers et variés qui alors noient le propos, donc il y a du bon, du très bon, du t'en as rien à foutre, et puis des carrément insupportables, donc tu satures. Du coup, je suis mitigée sur cette série car le bon est vraiment excellent et hyper stylé, mais je trouve ça décevant sur le long terme à cause du jeu de l'actrice et du fait que son personnage ne soit pas très intéressant. Je ne sais pas si c'est l'interprétation ou la manière dont il a été écrit, mais je ne sais pas. Et puis il y a des personnages secondaires mais que tu as envie de trucider pour qu'on en finisse, c'est des côtés mais alors franchement répétitifs. Par ailleurs, est-il possible que le chef de clan soit systématiquement là chaque fois que la nana a des problèmes, Et Dieu sait si elle en a. Mais bon, si vous avez aimé Princess Agents, c'est presque du même tonneau, bien que je trouve Princess Agents largement supérieure. Par contre, je vous recommande chaudement les scènes de duel, dont celle sous la flotte, qui est alors tellement belle que je me l'ai surpassée plusieurs fois. Love is Sweet. Avec un titre pareil, tu sais que tu peux prendre direct ton rendez-vous annuel chez le dentiste. Donc après la découverte du gracieux Léo Luo dans Ashes of Love, Aurélie n'a plus voulu lâcher le morceau ni l'affaire, et on peut dire que les Lucasfilms sont entrés dans un marathon Léo sur le mois de novembre. Donc au programme, la comédie moderne Love is Sweet, où ils forment un tandem irrésistible et sexy en diable avec Bailu, alors que je vous recommande également en démon dans la série The Legends. Donc Bailu interprète une jeune femme qui souffre d'une allergie hyper rare, qui la fait entrer en choc toxique face à ses propres larmes, et qui veut absolument entrer dans une grosse boîte qui a conduit son père à la faillite et à la crise cardiaque. Le hasard et le scénario faisant bien les choses, elle y retrouve son ami d'enfance / némésis Yuan Shuai, qui veut lui mettre des bâtons dans les roues, mais enfin surtout la pécho, vu qu'il en est secrètement amoureux depuis l'enfance. Alors c'est clairement l'amour vache avec le gracieux Léo qui est la prima ballerina des dramas et qui est donc là surprenant en alpha mâle possessif, d'autant plus qu'il est perché la plupart du temps sur des baskets Spice Girl improbables. Mais il est absolument craquant pendant toute la série, d'autant qu'il a sorti le gros gun du papa à son corgi. Donc voilà, vous allez craquer, c'est obligé. On a également toute la batterie habituelle de personnages secondaires sympathiques et un deuxième personnage masculin qui va alors de galère en galère, avec jolie enfance brisée de merde et pour lequel tu as pitié tout le temps, tellement alors il a zéro chance
avance dans l'histoire, hein. Le type porte la cravate que tu lui as offert tous les jours et tu te dis jamais qu'il y a baleine sous gravier. Je pose la question. Bon, alors après, les intrigues de boulot, pour moi, c'est presque pire que les intrigues de palais. Donc cette partie-là, je l'ai un petit peu zappée. Mais par contre, vous passerez un bon moment à Shanghai entre pub Ikea et bijouterie avec notre petit couple qui est très attachant. La série What the Fuck. Il y en a une à chaque fois, vous vous doutez bien. Alors j'ai vu quelques séries What the Fuck depuis le début de mon aventure drama, mais alors à preuve du contraire, et je suis sûre que je vais me faire prouver le contraire à un moment ou un autre, celle-là va quand même pour l'instant haut la main obtenir la palme du What the Fuck tout en étant bourrée, mais alors de bonnes choses et de très bonnes choses en fait. Donc comment la résumer? On peut dire que ce serait une parodie de tous les clichés de voyage dans le temps auxquels vient s'ajouter la question du transgenre et du LGBTQ, ce qui est tout de même une originalité. Imaginez en plus des costumes qui auraient pu tout à fait être créés par Jean-Paul Gaultier. Donc au niveau du visuel, ça surprend, hein, ça détonne. Quand tu vois débouler le prince héritier en plastron plastique moulé et mini-jupe, ou alors quand on a les tenues de combat de samouraï sous acide à la Gay Pride, ouais, ça surprend. Le pitch, un playboy un peu mufle tombe à l'eau et se réveille dans le corps de la princesse héritière d'une dynastie ancienne et pas bien définie, hein. Le réveil est rude et l'adaptation difficile. Les premiers épisodes se passent tout de même à se lamenter sur l'inévitabilité des ragnagnas et à essayer de peloter les concubines de son mari. C'est du lesbien de contrebande, hein, puisque la morale est sauf dans la mesure où, finalement, foncièrement, c'est un garçon. Mais au visuel, tu te retrouves quand même avec une série lesbienne ou bisexuelle, parce que c'est pas très très clair à un moment. N'empêche que ça donne des scènes sacrément étonnantes dans un drama chinois. Et surtout, ça va piquer l'intérêt du mari, un prince héritier qui fait la gueule et qui est dans une relation adultère avec sa belle-sœur. C'est pas banal non plus. Alors d'un coup, le voilà amoureux de sa femme. Et alors là, on passe d'une ambiance lesbienne à une forte interrogation sur l'homosexualité probablement refoulée du prince. Cette femme n'est pas comme les autres, se dit-il. Ah tu m'étonnes. Alors une soirée bourrée, un classique, et v'là-t-il pas que notre princesse, malgré elle, se réveille en cloque. Donc du coup, on va évoquer la question du genre, hein, puisque, comme le disait Simone de Beauvoir, hein, on ne naît pas femme, on le devient. Et ça va être le cas de ce playboy réformé qui va devenir en fait une vraie femme. Le miracle de la bite peut-être, mais surtout de l'effet bébé. Alors ça peut soulever quelques questions. Bon, le tout est emballé dans des scènes de danse sorties du Lido, de scènes d'amour qui elles sont sorties des meilleures ou des pires pages de romance harlequin, mais c'est tellement mauvais qu'en fait c'en est excellent, avec des orages, des rideaux qui volent, des roulés-boulés au sol, et des moments aussi de franche comédie scato de base, hein, dont une scène de cohabitation de chambre à coucher, hein, qui est typiquement ce que j'ai dans la tête à chaque fois qu'on a cette scène dans les dramas. Le romantisme habituel de cette scène dans les séries est bien mis à mal, hein, par des réalités très prosaïques de notre existence. Alors, habitué de la grosse déconne, on retrouve Peter Chung, qui était le prince efféminé de Oh My General, et Fiction Go de la série Suyu. Donc c'est une série qui m'a beaucoup fait rire en fait, à part à la fin. La série, pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Royal Nirvana, édition spéciale. Alors quand j'ai vu qu'il nous sortait 12 épisodes de rab de la série Royal Nirvana, alors j'étais aux anges. Donc on va bientôt parler de cette série avec Aurélie, que j'avais mentionnée dans ma playlist de juillet. Donc c'est somptueux, bien que franchement éprouvant, donc je me disais cool, on va avoir la suite de la série puisque ça se terminait sur le départ du héros à la guerre sur son cheval noir. Donc voilà, j'ai regardé et la question est pourquoi? J'aurais vraiment préféré en rester là des aventures du prince héritier et de sa bichette martyre. Moi je les imaginais heureux avec leur bébé, enfin relativement vu qu'ils restaient tout de même à la cour. Donc du coup j'ai l'impression qu'on est venu m'enterrer une deuxième fois et donner un bon coup de pelle
sur le dessus juste pour être sûre que j'étais bien 6 pieds sous terre. Enfin, un coup de pelle, et puis un autre coup de pelle, et puis encore un autre coup de pelle. Enfin, c'était de l'acharnement à ce niveau-là. Hein. Donc déjà, c'est le bordel parce que la série repart en arrière, c'est-à-dire avant même que le héros découvre la véritable identité de l'héroïne. Du coup, ben, t'es tout perdu, hein. Et puis, ça reprend le fil au fur et à mesure. Et du coup, avec des trous pour toi, puisqu'il faudrait que tu reviennes regarder avec les épisodes de la première série pour arriver à ne pas t'emmêler les pinceaux. Et puis, zou, on se retrouve effectivement avec la suite, post-départ à la guerre, cheval noir, etc. Et puis, bref, quasiment, tout le monde meurt, hein. Donc, dans la joie et l'allégresse qui caractérise cette série tout de même bien plombante à la base. Alors, ça reste sublime de bout en bout et c'est toujours aussi bien joué et tu as encore droit à des scènes magnifiques qui vont te hanter un bon moment, dont au passage une scène très chaude entre les deux personnages qui l'ont quand même bien mérité dans ce puits sans fin de désolation qu'est cette série. Et puis alors encore une fois, mais alors quelle tristesse, mais quelle tristesse. Donc j'ai vraiment du mal à vous conseiller ces 12 épisodes supplémentaires, même si vous avez aimé la série. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a fait du mal, parce que pour être honnête, vu la structure du récit, je me sentais bizarrement assez désinvestie de leurs problèmes, alors que j'étais à fond dans la première saison. Bon, alors voilà, donc ils ont quelques moments lumineux, mais toi, là, t'as juste envie de demander où est le gaz. Hein. Les flops Princess Silver. Les raisons de regarder le drama étaient simples, le concept ressemblait à du Princess Agents, et il y avait Léo dedans. Résultat, cette série, c'est du Canada Dry. Pour être positive, je vais d'abord vous dire ce qu'il y a de bien là-dedans. D'abord, je l'ai regardé en binôme avec ma copine Aurélie et on s'est bien bidonné. Et comme on va faire un épisode là-dessus, je ne vais pas insister plus que ça. Deuxième point, c'est beau. C'est très beau. Objectivement, les images, les décors, les costumes sont de toute beauté et les acteurs aussi. Et ça commence assez fort avec une embrouille de filles combattantes amnésiques à l'identité trouble, un prince feignant qui refuse qu'on lui mette un doigt et qu'on est obligé d'amener sur un lit à la cour, et un fort soupçon de vilaineuse crush avec le beau Léo qui prétend être le frère de la donzelle. Et toi qui es derrière ton écran en train de gueuler sur les 5 premiers épisodes, c'est pas ta sœur! Mais en fait, très vite on s'en fout, hein, parce que Léo, comme le dit très bien Aurélie, c'est la putaclic que tu vois toutes les morts d'évêques. Et du coup, le couple principal, entre Carnaval et les gondoles, tu as envie de les laisser mourir à Venise. Hein. Alors ça complote, ça se fait des teintures, ça joue au morpion, ça boit du thé. Beaucoup de thé. Mais heureusement, on a trouvé dans ce long tunnel, certes joli à regarder, un attrait et pas des moindres, hein, car il y en a un gros quand même. C'est le deuxième personnage masculin, Foufou, enfin fou, mais nous on l'a appelé Foufou, et c'est Tortue, qui a des faux airs de Nini à un point que c'est pas possible, et qui a un acteur qu'on a tout de suite ajouté à notre chouchou liste avec Aurélie. En dehors de ça, c'est quand même la déception, et ça tient quand même plus du pisse-mémé que du cocktail qui décape. Hein. Alors en plus, tu sais pas pourquoi, mais les 4 derniers épisodes, d'un coup, ils ont décidé de tout faire péter. Ils te sortent Léo du placard en full power. Alors tu te demandes ce qu'il faisait tout le reste du temps, parce que finalement, c'était pratiquement son arc le plus intéressant, ainsi que son personnage. Et tu finis les derniers épisodes en PTSD, avec des révélations en batterie. Bien que tu te foutes de ces personnages, tu te retrouves traumatisé par tout ce qui leur arrive. Et du coup, j'ai fini très en colère de la résolution de l'arc des personnages de Jongchi et de Fuchu. Pour vous donner une idée, on est encore bien dans le traumatisme de l'ascension de Skywalker. Enfin, c'est génial. Lovely Swords Girl. Quelle série bizarre, alors qui pose un tas de problèmes. Alors, déjà, je comprends toujours pas comment ils ont pu trouver ce titre, enfin, d'où ça sort. C'est un mystère. Donc, alors, on démarre sur un mariage arrangé pour une nana membre de secte médecin qui est envoyée dans une famille pour épouser un des 3 fils. Alors sympa, on lui laisse le choix. Sauf qu'en fait, les dés, ils sont pipés d'avance parce que à choisir entre un pelé et un tondu, ou plutôt un handicapé et un moche, elle se décide pour le beau gosse qui, heureux hasard, est le héros sur lequel elle avait flashé dans une rue. Sauf qu'elle s'est fait arnaquer, la bichette, niveau libre arbitre, car toute la famille avait secrètement comploté pour qu'elle choisisse le beau gosse justement, parce qu'il a perdu la boule depuis un accident d'aphrodisiaque et se retrouve dans l'état mental d'un enfant dont il a l'innocence désarmante et la joie de vivre. Du coup, après avoir essayé de le trucider plusieurs fois, elle en tombe amoureuse tout de même et déboule alors le deuxième personnage masculin qui n'est pas non
plus taillé dans nos critères habituels. Alors comme vous vous doutez qu'il aura droit à une métamorphose à un moment ou à un autre, hein, on colle un acteur standard, c'est-à-dire très mince en fatsuit, et le tour est joué. Ce qui donne quand même un temps un triangle amoureux improbable dans nos dramas chinois, puisque tu as d'un côté un handicapé mental et de l'autre un gros. Et elle les aime tous les deux. Et en plus, les deux vont copiner comme c'est pas possible et sont prêts à se lancer dans un ménage à trois. Alors c'était déjà casse-gueule, et c'est pas fini, car il va falloir quand même qu'il change. Donc le gros, il va partir sur un régime et le fou va retrouver la raison. Va-t-elle en être satisfaite? Même pas. Elle aime son grand bonnet et elle déteste la version sérieuse. Alors oui, c'est original et il y avait des idées et ça soulève un certain nombre de questions intéressantes, mais je ne suis pas complètement convaincue par l'exécution et je ne sais pas trop quoi penser ni quoi faire du message ou des messages qui sont véhiculés dans cette série, bien que voilà, ça traite de problèmes intéressants et ça change de nos structures habituelles. Je vous laisse juge, mais voilà, je n'ai pas été emballée plus que ça par cette histoire. Palace, encore un petit voyage dans le temps à la cour des Qing. Ah oui, alors en effet. Mais il y a une originalité à cette série de 2011 tout de même. Notre héroïne est a priori une passionnée d'histoire au point de venir semer la zizanie sur un tournage de cinéma, pas assez respectueuse selon elle de vérité historique. On se tient déjà les côtes vu ce qui va suivre. Alors c'est interprété par Yang Mi, donc vous ne serez pas surpris de découvrir que la personnalité de notre héroïne se résume à faire la gueule et à botter des culs. Donc le jour de la réception de ses fiançailles, où elle fait justement la gueule avec son Walkman, elle suit, elle alisse son lapin blanc, un portrait qui lui ressemble et la projette non au pays des merveilles, mais à la période capillotractée des Qing, où elle n'est pas prise coup de bol pour une sorcière, mais pour une fée ou une danseuse exotique, hein, je suis pas trop sûre vu les pirouettes dans les rubans qu'elle nous fait à son arrivée. Un temps convoitée par le prince héritier naze, elle est surtout l'objet de convoitises que vont se disputer deux autres loulous, le 4e prince, dont je n'ai pas du tout compris l'intérêt, et le 8e prince qui est interprété par William Fang, ma poiscaille de The Starry Night, The Starry Sea, et qui est aussi accessoirement à la ville le mari de Zanilia Zhao, notre Chu Chao préféré. Donc je ne vous cache pas que c'est toujours un poil la même chose. Alors ça vaut le coup d'œil au début pour la guéguerre que se livrent Yan Mi et William Fang, puisque se détestent copieusement lors de leur rencontre et se font crasse sur crasse. Alors après, ça devient de moins en moins transcendant et on a droit aux sempiternelles intrigues de course au prince héritier, trahison en tout genre, châtiment corporel et quoi ou qu'est-ce. Alors je répète, je ne comprends absolument pas comment on peut s'enticher du 4e prince, donc bon, au niveau du triangle amoureux, Osef. Par contre, la fin est originale si on la compare avec les codes du genre habituel et permet même d'obtenir un happy end. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, Jing Chao, qui porte littéralement Princesse Silver pour moi sur son épaule gauche, puisqu'il quand même il passe son temps en kebab au niveau des épaules dans toute la série. En tout cas, c'est la meilleure surprise et peut-être la seule chose que je retiendrai de Princess Silver en ce qui me concerne. J'aimerais quand même faire un petit clin d'œil à Sia Ning-jun que j'ai adoré dans Oh My Sweet Liar. Comme c'est un tout jeune acteur, je vais garder à l'œil sa carrière et regarder ce qu'il va faire parce que vraiment il avait fait du super boulot dans cette série. Meilleure actrice, Ying Ah pour son rôle difficile de Tong Sui dans Sealed with a Kiss. Elle n'y est pas vraiment mise en valeur et son personnage est tout de même d'entrée une victime sacrificielle, mais je trouve qu'elle est parvenue à donner une véritable dimension et faire de ce personnage un personnage tout à fait intéressant qui n'est pas complètement une victime. Meilleurs acteurs dans un second rôle, le couple formé par Tan Lee Min et Yang Da-pang, les parents Lee dans Oh My Sweet Liar. Alors c'est typiquement le genre d'acteur dont on ne met pas assez en avant les talents et la capacité, puisque ce sont vraiment des personnages secondaires. En fait on se rend compte que Tan Lee Min, qui n'est pas si âgée car elle est quand même de 1983, donc ça pourrait être ma petite sœur, joue les mamans, les bitches alternativement ou parfois les deux à la fois dans un tas de séries de dramas qu'on a pu déjà voir avec Aurélie et heureusement qu'il y a des actrices comme elle. Quant à Yang Da-pang, on l'avait beaucoup aimé avec Aurélie dans Oh My Sweet Liar et on l'avait affectueusement surnommé Kung Fu Panda. Meilleure chanson.
Ah bah oui, parce que ça manquait un petit peu dans mes catégories. Donc là, sans aucune surprise, je donne le Nigné d'or à la chanson Still Heart ou Stealing Heart, donc qui est le thème original de Oh My Sweet Liar. Ça existe en 2 versions, dont un duo. Elle est magnifique, vous pourrez plus vous en passer. Meilleure scène. Alors mention évidemment à Oh My Sweet Liar et à son mariage, qui est, comme je l'ai dit, un des plus beaux mariages que j'ai pu voir dans les dramas, ainsi qu'à la scène torride harlequin dans Go Princess Go. Je parviens même à donner une mention honorable à une scène de Princess Silver, celle du duel au jeu de Go, mais je vais donner le Nigné d'or de la meilleure scène ce mois-ci à la beauté visuelle du duel à l'ombrelle et sous la pluie de Listening Snout Tower. Donc vraiment, alors je ne peux pas me lasser tellement elle est sublime. C'est tout pour ce mois-ci. Comme d'habitude, je vous encourage à me faire vos retours sur les séries qui sont proposées, voire à m'en suggérer d'autres si le cœur vous en dit et que vous pensez qu'il faut absolument que j'en ajoute à ma culture drama. Je vous retrouve le mois prochain. Bon binge watch!